Oui, bonjour, moi je suis Sabine Baron, je suis un des pédiatres de l'équipe de diabétologie pédiatrique, c'est moi qui coordonne l'équipe. Et moi, je suis Lydie Gilardot, infirmière puéricultrice dans l'équipe de diabétologie. Donc on avait souhaité faire cette intervention parce que nous avions eu des difficultés concernant les enfants qu'on suit à trouver parfois une infirmière qui puisse aller à l'école. Et du coup, on avait sollicité l'ARS avec aussi l'association des familles de Loire-Atlantique qui nous a fait rencontrer l'URPS. Et du coup, c'est le début d'une collaboration et probablement d'autres journées, peut-être de formation, d'autres choses qui sont à venir. Et du coup, c'est à propos du diabète de l'enfant, du diabète de type 1 de l'enfant et de l'adolescent, concernant la prise en charge par l'infirmière libérale, qui va concerner beaucoup d'enfants, on le verra, à l'école et puis aussi à la maison. Et les logos, là, ils sont, donc nous, on est l'équipe CHU de diabétologie pédiatrique, mais on fait partie d'un réseau au niveau des Pays de la Loire, qui s'appelle le réseau Diab Enfants et qui regroupe les structures où sont pris en charge les enfants qui ont un diabète dans la région. Donc, il y a 7 hôpitaux de la région et on est très en lien tous. Et puis, j'ai mis l'aide aux jeunes diabétiques, qui est une association nationale qui, d'ailleurs, a un site très, très bien fait sur lequel on trouve tous les documents et les questions qu'on se pose, enfin, les réponses aux questions qu'on se pose concernant le diabète de l'enfant. Si besoin, je vous incite à y aller. Qui est une association pour les familles et aussi pour les soignants. Et puis l'association Diabétitude 44, qui est une association de familles en Loire-Atlantique, avec qui on a souvent contact, avec qui on organise beaucoup de choses. Voilà, donc je parle un peu au nom de tous ces gens-là, en particulier avec l'association, on a fait le point sur ce sujet-là des infirmières à l'école. La suivante, pour faire le constat aujourd'hui, le diabète de l'enfant en 2022, pourquoi il y a finalement un souci? Parce qu'il augmente beaucoup, beaucoup en incidence. On suit de plus en plus d'enfants. Il y a de plus en plus de nouveaux cas par an. C'est décrit en France, mais dans toute l'Europe et finalement dans tous les pays du monde. C'est une maladie auto-immune qui augmente en fréquence. La fréquence, elle augmente il y en a plus de 4% tous les ans. Et aussi, c'est des enfants de plus en plus jeunes qui démarrent un diabète. Donc, on augmente notre cohorte de suivi tous les ans de à peu près 30 enfants. Et aujourd'hui, on suit à Nantes 425 enfants et ados dans le service de diabétopédiatrie. Il y a à peu près 50 nouveaux cas par an, donc autour de Nantes. Il y en a même eu 59 en 2021, on a explosé les records. Et sur ces 50, il y en a un quart qui ont moins de 5 ans. Donc, c'est et en comparaison, en Loire-Atlantique, sont suivis 600 enfants entre Nantes et le deuxième hôpital qui est Saint-Nazaire. Et dans les Pays de la Loire, dans les 7 hôpitaux des Pays de la Loire, sont suivis au total 1300 enfants et adolescents. Ça veut dire qu'à Nantes, concernant les enfants dont on va plutôt parler là, qui sont les enfants qui ont besoin d'une prise en charge à l'école avec un soutien, pour les maternelles et primaires, c'est 120 enfants et entre 20 et 25 nouveaux tous les ans qui ont besoin du soutien d'une infirmière qui vient à l'école sur le temps du midi au moment du repas. Et puis l'autre constat, c'est le besoin des familles. Donc en fait, on a fait une enquête auprès de l'association des familles en 2019. Ça fait longtemps que ce sujet nous préoccupe et puis Covid aidant, on arrive en 2022, mais voilà, il est toujours présent, cette problématique. Sur l'enquête, il y avait entre 80 et 90 familles qui avaient répondu. 75 des familles disaient qu'une infirmière intervenait auprès de l'enfant à un moment de la journée, de façon régulière, que 20% ont eu des difficultés pour trouver l'infirmière et que 5% se sont trouvés sans solution pour l'école. Donc, ils ont dû réorganiser les choses. Un des parents a dû réduire son travail ou arrêter de travailler ou une solution familiale ou de voisins, en tout cas quelque chose qui était compliqué à organiser et qui n'était pas rassurant ni facile à organiser pour la famille. Et pour tous, ces familles qui sont en lien avec une infirmière qui s'occupe de l'enfant à midi, les familles, elles expriment que ça apporte de la sérénité, ça apporte un cadre qui est rassurant, un lien de confiance qui est important avec l'enfant, avec les parents. Ce n'est pas seulement faire l'injection, c'est aussi faire grandir l'enfant, entourer l'enfant dans ce qu'il est capable de faire
Et le retour des parents, il est très positif quand le lien est là avec l'infirmière. La suivante. Le constat aussi pour le diabète de l'enfant en 2022, c'est pas comme en 2000, c'est pas comme en 2000 ni en 2010. Il y a une évolution rapide des modifications de traitement et de la surveillance. Donc il y a plus de technologie. Le diabète il devient plus technologique concernant les pompes et les capteurs, etc. Donc on va un petit peu voir en détail, mais quand même rapidement sur ce webinaire. Et puis, l'autre évolution, c'est qu'il y a une exigence de santé qui est importante sur le plan immédiat et sur le long terme. C'est des enfants qui démarrent un diabète à 2 ans, 3 ans, 4 ans, qui ont toute leur vie devant eux. Quand ils auront 25 ans, ils auront déjà 20 ans de diabète devant eux, derrière eux, pardon, et 90 ans devant eux. Et l'exigence, elle est qu'ils restent en bonne santé toute leur vie, c'est-à-dire qu'il n'y ait aucune complication, ni quand ils ont 25 ans, ni quand ils ont 90 ans. Et du coup, l'exigence, elle est sur le contrôle glycémique. On a au niveau national et international, sur le plan médical maintenant, une exigence il faut que la glycémie, elle soit le plus souvent possible très proche des normes. Et l'exigence, elle est aussi sur la qualité de la vie. C'est-à-dire qu'il faut aussi que l'enfant il puisse vivre sa vie d'enfant normal, aller à l'école, faire du foot s'il a envie, aller en vacances et avoir une vie la plus sereine possible avec son diabète. Et ça nécessite d'entourer l'enfant, de l'accompagner. Et donc, c'est tout ce qui est l'éducation thérapeutique pour qu'il développe des compétences pour arriver à soigner l'enfant de façon progressivement autonome, et puis des compétences aussi de vie, c'est-à-dire arriver à vivre et à vivre le mieux possible avec son diabète. Et puis, ça nécessite du coup l'autonomie progressive qui est que nous, on engage les soignants et que les parents aussi apprennent à développer progressivement. La suivante. Et du coup, c'était des photos un peu pour que vous voyez nos têtes sans masque et les têtes aussi de tous les autres. Ici à Nantes, on est une équipe pluridisciplinaire qui s'occupe des enfants qui ont un diabète, donc pas mal de docteurs, et puis 2 infirmières, une diététicienne et maintenant 2 psychologues qui sont pas tous à plein temps sur le diabète, mais qui ont beaucoup de temps pour ça au fil de l'augmentation de la cohorte. On est disponible très facilement avec des téléphones, des mails qu'ont les parents, qu'ils ont collés sur le carnet de surveillance et on peut être joignable dès qu'il y a besoin pour tout souci ou réussite. Et sur le plan de la région, donc en Pays de la Loire, il y a des équipes équivalentes à celle-là dans tous les hôpitaux. Et donc, les 6 autres hôpitaux, c'est Saint-Nazaire. Et du coup, je mettais le nom du médecin référent de l'équipe de chacun de ces hôpitaux-là. Donc, à Saint-Nazaire, à La Roche-sur-Yon, à Cholet, au Mans, à Angers et à Laval. Du coup, voilà. Dans chaque hôpital, il y a une équipe qui est référente concernant les enfants qui ont un diabète. La suivante. Et du coup, le diabète de l'enfant, quand il commence, c'est forcément une hospitalisation. On commence avec une rencontre de l'enfant et de la famille. Et après, c'est un parcours de soins qui va durer avec nous, jusqu'à l'âge de 18 ans, où on organise la transition dans le service de diabéto-adulte. Et donc, sur la partie droite de la diapo, tout le haut, c'était l'accompagnement individuel qu'on fait. Et sur la partie basse, c'est ce qu'on propose en séance d'éducation thérapeutique collective. Mais sur le plan individuel, donc il y a une hospitalisation au départ, c'est 7 à 10 jours. À l'hôpital, on apprend à s'occuper de cette nouvelle maladie qui arrive, qui est le diabète. S'il y a un traitement par pompe, le prestataire de service est également dans la boucle pour l'apprentissage et l'éducation à la famille. Et puis après, il y a un suivi qui est à 15 jours, puis 1 mois et demi, puis après de façon régulière tous les 3 mois, avec des consultations médicales et ou des consultations avec toute l'équipe infirmière, diététicienne, psychologue. Et concernant l'accompagnement à l'école, la prise en charge à l'école, elle est nécessaire assez rapidement après la découverte. En fait, il faut que l'enfant reprenne sa vie, que les parents reprennent leur vie professionnelle aussi habituelle. Et donc, à partir du moment où le diabète il démarre, le plus souvent, les enfants, dès 15 jours après, ils sont revenus dans le cadre scolaire.
donc avec l'accompagnement nécessaire à l'école. La suivante. Les nouveautés dans la prise en charge, eh ben, ça concerne déjà la surveillance. Donc, vous connaissez tous les lecteurs de glycémie. On en a mis un là qui permet l'assurance de la glycémie et de la cétonémie. J'ai mis en haut à droite un truc qu'on n'utilise plus, là, qui est la bandelette urinaire. Vraiment, il n'y a plus d'enfants qui l'utilisent. Maintenant, c'est vraiment les cétonémies sanguines. Et puis en bas, ce que vous connaissez toutes et tous sûrement, qui est le freestyle libre, qui est ce capteur de glucose en continu le plus facile à utiliser et qu'ont 80% des enfants, et qui permet en scannant d'avoir un résultat, non pas que du glucose immédiat, là, par exemple qui est 112, mais aussi un tracé des dernières heures, et puis une flèche qui indique est-ce que c'est en train de monter ou descendre. Et puis, il y a d'autres systèmes de mesure en continu qui ressemblent au freestyle, mais qui sont différents, qui sont par exemple le Dexcom à droite, et on a d'autres systèmes après. Allons-y. La nouveauté ou l'exigence maintenant, elle est concernant le traitement, qui est une injection à chaque repas pour tous les enfants. Il y a 10 ans, probablement, il y avait des enfants qui avaient entre 8 et 10 ans, qui n'avaient pas d'injection d'insuline à midi, parce qu'ils avaient une injection seulement le matin et le soir. Maintenant, c'est plus du tout recommandé. Tous les enfants, ils ont une injection rapide à chaque repas. Donc, avec soit des stylos qui ressemblent à un stylo qui est là-haut, qui permet des demi-unités, qui permet d'avoir une mémoire de la dernière dose qui s'affiche sur le stylo. Et puis la suivante, également le traitement sinon par pompe. Le principe du traitement par pompe, c'est on fait une insuline rapide qui passe tout le temps avec un débit basal qui passe en continu, qui peut être différent à différents moments de la journée, programmé dans la pompe, et puis des bolus qu'on déclenche à chaque repas. Et le traitement par pompe, on le propose systématiquement chez tous les petits qui ont moins de 6 ans, parce que c'est le traitement de référence des enfants petits. Et du coup, quand ils démarrent un diabète à 5 ans, qu'ils ont la pompe, bah souvent pendant tout l'âge primaire, ils le continuent, au moins à ce moment-là. Après, il y a quelques adolescentes qui décident de changer. Mais voilà, au moins sur le primaire, ils continuent. Il y a plus d'apprentissage technique, et puis ça nécessite aussi du coup l'apprentissage et du coup le soutien par le prestataire à domicile, qui peut aussi vraiment être une aide sur apprendre à manipuler ces machines-là. Allons-y, la suivante. Donc ça, c'était les pompes. Donc il y a différents types de pompes. Les premières qu'on a connues, c'est en haut, là, les pompes avec un cathéter et une tubulure. Donc avec un cathéter qui est soit perpendiculaire, soit tangentiel, un peu en fonction de la corpulence puis de l'âge de l'enfant. Et puis en bas, là, les dernières pompes sont les pompes patch, qui sont avec le réservoir qui est directement collé sur la peau, et une télécommande qui permet de programmer et d'injecter le bolus. La suivante. Et puis, ce qui est en train d'arriver, ce qu'ont déjà certains enfants, mais qui va se développer de plus en plus, avec des remboursements qui sont maintenant dans certaines situations et qui arriveront assez rapidement dans beaucoup de situations, qui sont ces systèmes de capteurs liés à la pompe à insuline, c'est-à-dire qu'il y a un capteur de glucose d'un côté, qu'on voit à droite sur le ventre, et puis le cathéter de l'autre à gauche, là, avec la pompe à insuline, qui du coup permet une communication entre les deux. La glycémie, du coup, elle s'affiche sur l'écran de la pompe, et le système, il peut diminuer l'injection d'insuline, en particulier le débit basal, quand s'approche une hypoglycémie, quand se prévoit une hypoglycémie, puis remonte après. Et maintenant arrivent des systèmes, mais pour l'instant pas encore remboursés, qui permettent aussi de rajouter des petits bolus pour que la glycémie reste tout à fait dans la cible. Donc ça, c'est dites les nouvelles technologies. C'est aussi ça qu'on appelle la boucle semi-fermée ou la boucle fermée, qui est en train d'arriver, et en particulier chez les enfants de plus de 7 ans. La suivante, il va falloir s'y mettre et on va y aller. Un petit mot concernant l'alimentation, parce qu'au moment du repas, il y a aussi cette affaire à régler. Rapidement, l'alimentation de l'enfant qui a un diabète, c'est pas un régime, c'est rien d'interdit, c'est pas restrictif, c'est une alimentation équilibrée comme les autres enfants, mais ils ont besoin, au moment où on fait l'injection d'insuline et où il y a un repas, d'évaluer ou de compter les glucides,
avec une répartition du nombre de glucides au repas qui est proposée par la diététicienne et quand ils sortent de l'hôpital, puis qui est réévalué régulièrement avec la croissance et puis l'appétit de l'enfant. Et avec plutôt des repas qui sont assez réguliers en quantité de glucides dans certaines situations. Et par exemple, à l'école, par exemple, un enfant de 9 ans, il peut avoir, il a 60 grammes de glucides au repas du midi à l'école et c'est ça qu'il a régulièrement. Mais à la maison, le jour où il y a un anniversaire, il a 80 grammes et du coup, les parents adaptent la dose d'insuline à ces extras-là. Ou alors, il a moins faim, on fait 40 grammes et du coup, il diminue la dose. Donc, très vite, on leur apprend à être flexible sur les doses d'insuline par rapport à l'alimentation, mais sur des moments où ils ne sont pas avec les parents, en particulier en primaire, d'être plutôt assez réguliers sur les repas à l'extérieur. Voilà, la suivante. Et donc, autour du repas, par exemple, d'un enfant qui est en CE2, qui va à la cantine, et l'infirmière qui arrive, les choses qu'il y a à faire, c'est quoi? C'est la surveillance de la glycémie et de l'acétonémie dans certaines situations, avec des protocoles qui sont très clairs, qui sont inscrits sur le carnet de surveillance de l'enfant que l'enfant apporte à l'école. Il y a l'adaptation de la dose, c'est-à-dire quelle dose on va faire en fonction de la glycémie, puis en fonction des jours précédents. Il y a la réalisation de l'injection ou du bolus, et puis l'évaluation du repas. Donc, cette histoire un peu combien il y a de glucides, est-ce que ça correspond bien à la quantité qui était prévue. Et puis en plus de ces choses qui sont très soins, il y a l'accompagnement et l'accompagnement de l'enfant dans les gestes qu'il sait faire ou qu'il apprend à faire. Un enfant qui est capable de faire son bolus, on peut l'accompagner, c'est lui qui le fait sous surveillance de l'adulte. Un enfant qui est capable de faire son injection et qu'il est fier de l'être, de le faire. Il faut l'accompagner en le laissant faire. Et c'est important, il me semble, de maintenir un cadre qui est rassurant et sécurisant pour l'enfant et pour l'enseignant. Et il y a aussi du coup un lien de confiance qui se fait de façon importante entre l'enfant et cet adulte qui est l'infirmière libérale, qui est un des adultes référents de son soin, mais aussi de sa façon, de sa vie qui est en train de grandir. La suivante. Il y a aussi, en plus de l'école, finalement, il y a d'autres situations où il peut y avoir intervention de l'infirmière qui est au centre aéré ou chez les grands-parents, dans la famille ou en voyage scolaire. Un enfant de Brest qui vient en voyage scolaire à Nantes, il peut avoir sollicitation d'une infirmière pour faire les injections pendant le temps du voyage. Et puis une autre situation qui sont les adolescents en difficulté de traitement pour remotiver, discuter avec eux, favoriser qu'ils réussissent plus qu'ils soient dans l'échec. Et parfois, ça permet un tiers de confiance qui n'est pas les parents avec qui le conflit peut être important à cet âge-là et qui permet de soutenir la motivation à se traiter tous les jours. Voilà, la suivante. C'était pour vous dire, pour ceux qui s'occupent de ces enfants-là, merci pour tout cela, parce que vraiment, les enfants et les parents, ils comptent sur vous, nous aussi, et que quand l'accompagnement d'un enfant est réussi, et c'est important pour lui, c'est essentiel pour nous, et je pense que c'est très valorisant pour les soignants quand voilà, l'accompagnement, on arrive à le faire bien, et l'enfant, il est fier de ce qu'il a réussi à faire. Et donc, du coup, on avait pensé faire un des cabinets, donc qui est le cabinet Cabestan avec Roxane qui est là, et qui est une des infirmières de ce cabinet, fasse un témoignage parce qu'ils suivent un certain nombre d'enfants qui ont un diabète sur le temps de l'école ou autre. Et du coup, je pense que c'est ça qui va vous donner le plus envie de s'occuper de ces enfants-là. Bonjour, je m'appelle Alexandre Targé, je suis infirmier libéral depuis 11 ans maintenant sur Rosé. Bonjour, c'est Ophélie, je suis infirmière libérale depuis 2018. Bonjour, Françoise Huchet, je suis libérale depuis septembre 2004. Bonjour, Roxane Léné, je suis infirmière libérale depuis 2012 sur Rosé. Bonjour, Amélie Honoré, infirmière libérale depuis 2011 sur Rosé.
On prend en charge 3 enfants en âge scolaire au primaire et une ado en collège. Nous passons 2 fois par jour voir les enfants diabétiques à l'école. Pour une, on passe à 10 heures faire le contrôle de la glycémie et à midi pour faire le bolus. Et pour les 2 autres, nous faisons 2 passages le midi et pour le goûter. Pour caler les interventions, on a fait une table ronde avec l'école et la famille. Pour ce qui est de la flexibilité, au niveau de nos passages, le midi, on intervient plutôt à la cantine, ce qui nous donne un peu de temps. Je pense qu'au niveau périscolaire, il pourrait y avoir des choses à améliorer avec une éducation des personnes de la vie scolaire pour pouvoir ne serait-ce que scanner la glycémie, ce qui nous donnerait peut-être un peu plus de flexibilité dans nos interventions. En fait, concernant les leviers qui ont été aidants pour nous, c'était de pouvoir aller à la rencontre du CHU, faire la consultation avec les familles lors de la prise en charge de notre première petite diabétique qui avait 9 mois à l'époque. Donc juste en relais avant de prendre la crèche, ce qui a permis vraiment d'avoir un regard particulier avec le CHU, que ce soit avec le médecin, que ce soit avec la famille et l'infirmière référente de diabéto, de manière à avoir quelque chose de vraiment construit et un vrai projet d'équipe construit. Cette promiscuité avec le CHU, ce réseau ville-hôpital, il est vraiment hyper important pour nous en fait. En ce qui concerne les relations qu'on peut avoir avec l'infirmière du CHU, c'est primordial pour nous parce que dès qu'il y a un souci suite à une consultation, soit elle nous envoie un mail, soit elle nous appelle, ce qui fait qu'on est quand même relativement bien informés. Et en plus, nous, on peut aussi les appeler au moindre souci quand on veut. Ou sinon, c'est les parents qui nous font un retour des Ça fait. consultations. En général, quand les infirmières de diabéto nous contactent, il y a quelque chose à revoir, un changement de dose. On les a très rapidement, les infirmières de diabéto. On rythme notre tournée en fonction des enfants diabétiques, on les priorise et on respecte les horaires des enfants. Dans la mesure du possible. On a des instituts qui s'investissent plus que d'autres. Il y a un travail à faire au niveau de la communication. Il faudrait qu'ils soient formés à reconnaître des symptômes de l'hypo, de l'hyper. Il y a de plus en plus d'enfants diabétiques. A contrario, il y a une flexibilité qui est plus importante, une réactivité qui est un petit peu plus importante de la part des animateurs du centre aéré, qui vont aller chercher un petit peu ce qui se passe, qui vont avoir plus d'échanges avec nous. Il y aurait intérêt à ce qu'il y ait une sensibilisation qui soit faite au niveau de ces enseignants pour les impliquer un peu plus. C'est notre principal frein quand même dans la prise en charge des enfants. Alors les enfants apprécient nos passages, ils sont plutôt contents de nous voir. On les connaît sur plusieurs années, on arrive à les suivre. Nous aussi, on est contents. Ça nous change de Il y a notre une personnel relation. un petit peu plus âgé. Ouais, ça met un petit peu de gaieté, un petit peu de peps. Et cette dynamique, elle se poursuit au niveau de la famille. C'est quelque chose qui est assez sympa, cette notion de coordination avec la famille, d'appui pour certaines familles où on soutient un petit peu plus que pour d'autres. On est toujours chez les gens et là, c'est un autre milieu, il y a une effervescence, beaucoup d'enfants. Ça nous arrive d'intervenir sur le centre aéré. C'est de l'occasionnel aussi, c'est pas toutes les vacances. Donc on n'a pas ces impératifs-là horaires sur l'année entière. On a une ado actuellement en charge. On vient plus dans un rôle de prévention globale du risque lié au diabète. Donc nous, on intervient vraiment plus sur de la prévention des risques, sur de la prévention des conduites à risque, quand on voit que ça se relâche au niveau des glycémies, pour recadrer un petit peu. Et on vient aussi en complément, en fait. On est plus là à faire du coaching que du soin strict pour essayer de remotiver notre ado, pour essayer de remotiver la famille par moment. Quand on sent qu'il y a un petit épuisement de la part de la famille, on peut éventuellement nous combler en augmentant le nombre de passages, histoire de leur permettre de souffler un peu, de prendre un peu de distance et de reprendre leur fonction primaire de mère ou de père et non pas de soignant. Donc d'une ordonnance du médecin, du CHU. En fonction du nombre de passages précisés sur l'ordonnance, on peut aller jusqu'à 3 fois par jour. Et on cote une AMI1 plus une AMI1, surveillance de la glycémie plus injection de bolus, d'insuline. On peut jusqu'à les 6 ans de l'enfant avoir une revalorisation avec l'AMIE. Mais au vu du nombre, du temps passé par moment, il pourrait y avoir, et surtout de la contrainte horaire, c'est vrai qu'on pourrait penser qu'une revalorisation aiderait à ce que des infirmiers libéraux interviennent à l'école. Alors pour nous, ce qui est très important, c'est la tenue du carnet diabétique de l'enfant par les parents ou par l'enfant qui est censé être capable de reporter les données et de suivre aussi son évolution au niveau du diabète.
Côté cotation, on nous a dit qu'il n'était pas possible de compter le déplacement à domicile car milieu scolaire. Alors nous, c'est pas le retour qu'on a, mais Oui, on compte un déplacement à domicile. Moi, on a suivi une petite comme ça en milieu scolaire et en fait, on nous a dit qu'a priori, on n'avait pas le droit de compter le déplacement du fait que c'était à l'école et pas à son domicile. Bon, après, nous, on a continué à le faire. Et le déplacement, ce n'est pas des soins qui sont faits au cabinet, mais a priori, ça peut être effectivement réclamé par la caisse. Je vais faire remonter ça au niveau national aussi par l'association de la JD, là, parce que le président il est en contact régulièrement avec les gens du ministère pour tout ce qui est remboursement et compagnie. Je suis infirmière à La Chapelle. Oui, donc le suivi de cette petite fille se passe très bien. Alors, on se rend bien compte au fur et à mesure qu'elle grandit, c'est plus confortable parce qu'on la connaît bien, on repère beaucoup mieux chez elle les signes d'hypoglycémie. Elle commence aussi à vouloir gérer un petit peu ses contrôles, donc c'est plutôt sympa de l'avoir évolué dans ce sens-là. Et avec la famille, ça se passe très bien. Cela dit, tous les ans, au changement d'équipe pédagogique, ça demande toujours une adaptation avec la nouvelle institutrice, les nouveaux encadrants de l'école, et toujours un petit peu d'investissement de notre part. Par des réunions, ce genre de choses, des réunions de concertation. Évidemment, ça se fait sur notre temps. Hein. C'est valable pour tout le monde, j'imagine. Donc, c'est beaucoup d'investissement au départ, mais pour des prises en charge au total qui sont valorisantes, je trouve. Effectivement, pas toujours reconnues dans les cotations telles qu'on peut nous les vivre et s'y investir. Mais ça, c'est un peu notre problème dans beaucoup de prises en charge. Marie-Cécile, vous prenez également, je crois, des enfants diabétiques en charge et vous nous confirmez que vous également, vous cotez les déplacements. Est-ce que, Marie-Cécile, vous souhaitiez témoigner également? Oui, moi j'ai un plus. Oui, merci beaucoup. Pour les déplacements, oui, je suis assez surprise de ce qui vient d'être dit. Nous, il n'y a pas de souci pour ça. En plus, à la campagne, on peut être amené à aller dans des écoles qui ne sont pas proches du cabinet avec des kilomètres en plus. Donc, je ne vois pas trop pourquoi on ne compterait pas des déplacements. Pour ma part, moi j'interviens en Vendée et je suis des petits diabétiques qui sont suivis par le CHD de La Roche-sur-Yon. Moi, la problématique, elle est plus dans la prise en charge d'équipe. C'est-à-dire qu'on a très peu on a eu pour la mise en place, il n'y a pas eu de souci, mais c'est plus ce qui est maintenant du suivi, de l'ordre du suivi, du changement de dose, de matériel. Il y a eu des évolutions et des changements de protocole, donc on les a sur le carnet. Mais c'est vrai qu'on a peu de retours et de la famille et de l'équipe autour. Moi, c'est le bémol que j'ai pour la prise en charge qu'on a actuellement. Ça se passe bien, mais parce qu'on connaît la petite et tout se passe bien, mais il y a un manque, je trouve, de coordination d'équipe, en fait. Et c'est le bémol. Qu'est-ce que vous aimeriez de plus? Des transmissions sur le carnet? Des transmissions en amont, plus en amont, oui. C'est-à-dire que là, on a eu des changements dans les bolus notamment, parce que forcément, les évolutions de doses, les doses évoluent forcément, et il y a toujours en fonction des résultats des visites. Et je préférerais des transmissions en amont, qu'on nous explique que voilà, le nouveau protocole, il est comme ça. Même si c'est noté sur le carnet, je serais plus rassurée, en fait. Parce que on n'a pas c'est pas noté forcément, on n'a pas, j'aurais quelque chose, une trace plus, quelque chose plus en amont en fait. Parce que c'est ce qui me gêne un peu plus. Dans la majorité des situations, du coup, c'est les parents qui choisissent les doses d'insuline, hein, c'est pas nous, c'est les parents au quotidien du coup qui adaptent les doses d'insuline en fonction des glycémies des jours précédents. Et du coup, le protocole de changement de dose. Oui, mais là, après, ça dépend aussi des parents et de comment l'accompagnement parental et de comment ça se passe au niveau familial. En fait, là, on a plus un petit peu. Je pense qu'il y a quelquefois des familles, ce n'est pas toujours évident dans la compréhension, les changements, dans tout ce qui est même éducation thérapeutique par rapport à l'alimentation. Nous, on le voit bien, on le constate rien que les résultats de glycémie du petit déjeuner. Quand on fait des enquêtes, on voit bien qu'il y a des petits soucis quelquefois. Et du coup, moi, on aimerait avoir un peu plus de peut-être des réunions pluripro. Je ne sais pas du tout comment est-ce que ça peut se passer, ou des réunions plus avec l'équipe, c'est plus de choses autour de l'enfant. La petite, elle a été...
Alors pour moi, je pense que vous n'êtes pas prestataire de service, que vous êtes vraiment un soignant qui entoure l'enfant dans cet accompagnement qui dure des années. Je suis d'accord avec vous, c'est d'autant plus efficace quand il y a un lien entre les différentes personnes qui accompagnent. Oui. Du coup, un coup de fil. Alors, dans le témoignage, on l'avait là. C'est-à-dire de temps en temps, il y a un coup de fil de l'équipe de pédiatrie vers l'infirmière libérale en disant « Ouh, là, ça va pas, il y aurait besoin de faire ça, ça, ça. Est-ce que, comment ?» Et puis des possibilités d'appeler l'équipe. Ouais. Alors, à La Roche-sur-Yon, ils ont aussi des infirmières qui sont libérées, mais c'est pas tous les jours. Elles n'ont pas un 100% parce qu'il y a une cohorte qui est moins importante. Mais elles sont joignables et les parents, ils ont les coordonnées des infirmières. Hein. Et puis, du coup, c'était un peu aussi l'occasion de prendre contact là, de se dire qu'est-ce qu'il y a comme besoin après de formation, technique ou non, de formation plus sur l'accompagnement ou de contact entre vous et l'équipe. Voilà, c'est des propositions qu'on avait envie de vous. Oui, c'est ça, oui. C'est vraiment l'entourage, enfin, faire partie de l'entourage de l'enfant. Ouais. C'est quelque chose d'être peut-être plus inclus dans le parcours. Ou alors, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'on est juste, qu'on intervient plutôt le midi, qu'on est là autour de l'enfant le midi, mais tout ce qu'il y a autour, ça reste en dehors de ce qui reste en dehors de la cantine et de l'école, comme si c'était un petit peu à part. Alors après, c'est un ressentiment que j'ai, mais on n'est pas dans l'équipe. Un tout petit peu. Ça dépend aussi un peu de la famille, ce qu'elle a oui, c'est ça, à côté ou non. Parce que parfois, par exemple, pour Stan, il y a des adolescents où en fait le référent soignant, c'était l'infirmière libérale qui passe à midi et du coup qui adapte les doses et tout ça. Les parents ne le font pas et que c'est voilà. Donc ça dépend des situations, puis ça dépend de ce que les parents et l'enfant veut bien nous dire de ce qui se passe ailleurs aussi, ou de morceler parfois c'est dommage, mais parfois les parents le favorisent ça pour rester tranquille. Oui, après c'est aux parents aussi de quel rôle ils veulent qu'on ait auprès de l'enfant et ce qu'ils attendent de nous aussi. Hein. En fait, c'est vrai que quand les prises en charge finalement sont simples, on n'a pas, voilà, on s'occupe des enfants sur le temps scolaire. Et puis voilà. Après, on voit bien que quand les prises en charge sont un peu plus compliquées et durent un peu sur la durée, je vois pour notre ado là dont on s'en occupe depuis qu'elle était au primaire. Et en fait, on a des liens plus étroits avec le CHU pour cet ado-là parce que du coup, la prise en charge elle est complexe et qu'on essaye de trouver des solutions un peu, on s'adapte en fait. Et donc là, on a besoin d'être plus en réseau, les parents, le CHU et nous. Puis finalement, pour les enfants où c'est un peu plus simple, on a moins besoin aussi du CHU, on a moins besoin des parents. On s'adapte avec l'école et avec l'enfant. C'est tout. Vous indiquez pour le changement de cathéter de perfusion quand elle est tombée ou décollée. Vous cotez combien? Alors peut-être Roxane. Alors, en général, on appelle les parents, on n'est pas très... C'est pas très bien. Ok. Parce qu'à l'école, c'est pas toujours adapté pour reposer le cathé. Je sais pas, Sandra, tu as déjà été appelée pour changer le cathé? Non, je sais pas. Oui, Roxane, moi j'ai déjà fait le changement de cathé du petit que nous avons. On a été formés pour et on l'a déjà fait 3 fois. Soit quand ils appellent après la piscine, leur séance de piscine, là des fois. La dernière fois, c'est dans la cour de récréation, il est tombé et il s'est pris dedans. Donc voilà, on y a été plusieurs fois. On a le matériel, tout ce qu'il faut dans son sac. Et donc, on appelle la maman pour lui dire qu'on l'a changé, pour qu'il fasse adopter, qu'on n'a pas le carnet, on est un peu petit en plus. Après, en règle générale, normalement, ça n'arrive pas trop souvent quand même. Ça tient plutôt bien quand même. Et c'est pas toujours hyper adapté à l'école pour pouvoir faire les changements de cathé. Et nous, en tout cas, sur un des enfants qu'on a, on n'a jamais le matériel de toute façon. Donc, on ne pourrait pas le changer. La majorité du temps, c'est vrai qu'en fait, les changements de cathé, c'est quand même rare.
quand il y a besoin de le faire en urgence, mais c'est vrai qu'il peut y avoir besoin. La majorité du temps, c'est vrai que c'est les parents qui sont appelés et qui le changent. Et puis en attendant, on fait une injection de rapide s'il y a besoin, s'il y a de l'acétone par exemple. Mais il y a d'autres cabinets qui ont, oui, régulièrement changé des KT quand il y avait besoin. Et au niveau de la cotation, alors ça, je ne sais pas quoi dire. Alors, il y a Apolline, je pense qu'elle répond à cette interrogation. Nous n'avons pas le matériel, nous appelons les parents. En ce qui concerne la cotation, je vous propose de prendre la question et puis je vais me renseigner. Toutes les réponses aux questions que je note, je vous propose de vous les indiquer dans le mail qui suivra ce webinaire où vous aurez à la fois le support, alors sans la vidéo parce que sinon il ne passera pas. Vous aurez également un lien vers la vidéo. Si vous souhaitez la revoir, elle sera sur un lien YouTube. Et j'en profite pour vous dire que Madame Baron a indiqué tout à l'heure que ce webinaire, voilà, c'est la première étape pour un travail ultérieur. Donc, vous recevrez également un questionnaire où vous pourrez indiquer justement tous les besoins que vous auriez en termes de formation ou d'échange de pratiques aussi. Tout ce qui est lié, par exemple, à mise en place d'équipes pluriprofessionnelles ou autre, ça pourrait être aussi peut-être l'occasion d'échanger sur ce sujet-là. Et vous recevrez ce questionnaire également à la suite du webinaire, ou plutôt, on s'était dit après les vacances de février, de mémoire, le temps qu'on le fasse. On avait également une autre question ou remarque. Alors, c'est monsieur ou madame Cougne. Je ne sais pas si vous souhaitez prendre la parole pour... Je suis Francine, oui. Donc, moi, je travaille à Fontenay-le-Comte. On a un petit garçon de 7 ans qu'on prend en charge déjà depuis 2-3 ans. Et nous, le problème, c'est que bon, il est très, très instable. Il est suivi à Niort, hein, il n'est pas suivi en Pays de la Loire. Et le lien avec les parents est très, très compliqué. En fait, c'est eux qui gèrent tout. Donc, si nous, on veut faire remonter une information plus haut, on ne peut pas. On est obligé de passer par eux. Et je pense qu'ils filtrent beaucoup, beaucoup d'informations et le suivi est pas très bon, à vrai dire, parce que quand on regarde un peu l'historique, il est très souvent en hypo ou en hyper. Le protocole est probablement très mal adapté et les rendez-vous sont quand même très espacés. Alors, c'est vrai que nous, on y va chaque midi, mais c'est vraiment une prise en charge qui est très insatisfaisante, hein, parce qu'on gère vraiment juste sur le moment. Alors lui, il se débrouille très très bien, le petit, hein, il se pique tout seul, il fait ses bolus tout seul, mais on a une prise en charge qui est limitée, quoi. Et les parents, du coup, vous les avez eu en contact au départ? Nous, on les appelle même assez souvent quand justement on a un souci de pompe qui ne fonctionne plus, qui est décollée, ce qui arrive très très souvent. Donc, ils viennent, ils se déplacent, ils gèrent, mais c'est vrai que quand on leur met en avant qu'il n'est pas bien régulé, qu'il faudrait peut-être prendre un rendez-vous. Alors, ils prennent le rendez-vous, mais souvent, ils l'annulent et ils le repoussent. Et en fait, ça dure comme ça pendant 2-3 mois où on voit que le petit, il est souvent ou en hypo ou en hyper et jamais, enfin rarement bien. Donc, nous, c'est compliqué après d'intervenir auprès de son hôpital référent parce qu'on sait que ça sera mal perçu par les parents. Le papa est diabétique en plus, donc on peut supposer qu'il connaît bien, mais justement, je pense qu'il connaît trop la maladie et un petit peu laxiste. Et c'est vrai que nous, on est un peu bloqués. Et vous avez proposé aux parents que vous appeliez ou vous n'osez pas en fait? On n'ose pas. Parce que déjà, c'est assez problématique. Quand on appelle, on a vraiment l'impression qu'on dérange. Mais bon, ils se déplacent, ils veulent qu'on les appelle. Quand on leur met en avant un petit peu ces soucis-là, oui, non, mais on sait, mais on s'en occupe. Donc voilà. Bon, après, parce que pas... si vous exprimez votre besoin, je dirais, vous vous sentez, vous êtes inquiet certaines fois, et aussi de la dose qui est faite, et du coup, vous aimeriez communiquer avec l'équipe. En fait, si vous posez la question, peut-être finalement, ils ne vous répondront pas non. Non, voilà, après, voilà, c'est juste pour échanger. Et oui, j'entends bien, et pourquoi pas, oui, j'en parlerai à mes collègues
qu'on essaye pas de passer outre, mais de discuter avec les parents pour leur faire comprendre que pour nous, c'est important aussi d'avoir cet échange avec… On a eu des infirmières qui nous ont appelés en passant dessus des parents, et parce qu'elles n'osaient pas comme ça, et finalement, à la consultation, on a dit « Ah ben, on a eu un coup de fil de l'infirmière parce qu'elle était inquiète sur ça, ça. » Et alors, en fait, les parents, après, ils n'ont pas fait la tête à l'infirmière, ils n'ont pas fait la… Au contraire, finalement, ça a mis du lien. Alors, il y a aussi des situations où les relations, elles ne sont pas faciles, ce qui a l'air d'être un peu le cas dans cette… et où du coup, il faut un peu de doigté, c'est vrai, mais voilà, ça peut être proposé, même si on imagine que ça ne sera pas forcément bien pris, peut-être que finalement, ça aidera quand même, quoi. Alors là, c'est vrai qu'on sait qu'il y a un rendez-vous fin février, donc on attend un petit peu ce rendez-vous pour voir justement ce qui est mis en place. Et si jamais… chose que je n'ai pas mis sur le diaporama, c'est que le diabète d'un enfant, ça n'a rien à voir avec le diabète d'un adulte. Et le diabète d'un enfant, il est toujours variable. Toujours. Ah oui, mais là, ça passe de 3, 4, 5 grammes et il est en hypo à 0,5 très régulièrement. Enfin, quand on regarde son historique, je me dis, oh là là, c'est quand même… et c'est depuis des mois, enfin, pas depuis le début, mais c'est vrai qu'on voit le protocole ne me semble pas adapté. Après, moi, le protocole, ou est-ce qu'il y a des enfants qui ont une variabilité glycémique extraordinaire, même avec des repas hyper réguliers, des injections hyper régulières. Alors après, il y en a où les repas changent des choses et tout ça, mais il y a aussi une variabilité glycémique chez l'enfant qui est vraiment… qui n'a rien à voir avec les adultes. Les diabétiques adultes, quand ils regardent nos résultats, ils disent « Oh là, comment on fait ?» Et on peut espérer que ça s'arrange avec l'âge? Après la puberté. Après la puberté. Ouais, c'est très, très variable quand ils sont tout petits, moins de 3, là, c'est très, très variable. Entre 3 et 6, un tout petit peu moins. Entre 6 et 10, souvent, c'est un peu plus stable. Et puis après la puberté, ça redevient compliqué. Et après, ça dépend des enfants. Il y a des enfants qui ont des glycémies qui sont très facilement équilibrées et puis d'autres où c'est très, très variable. Claire, donc vous nous demandez si l'école a le droit de refuser de prendre un enfant sous prétexte de son diabète, donc de refuser de le scolariser dans son école, en fait, du fait de son diabète. Je pense que le CHU, je ne sais pas si vous avez… je pense que ce n'est pas possible, mais… La loi dit non, la loi dit qu'il faut accueillir tous les enfants, en particulier à l'école publique, et qu'on ne peut pas refuser un enfant du fait de sa maladie. Après, l'équipe enseignante peut pourrir la vie de l'enfant et des parents quand on n'est pas d'accord d'organiser ça. Donc, voilà, il y a des parents qui ont changé d'école parce que c'était hyper complexe. C'est ce que disait un peu Roxane aussi tout à l'heure. Elle disait qu'il y a un enfant chez qui ils allaient 2 fois la matinée, une fois à 10h, une fois à midi pour faire la glycémie. À 10h, les enseignants, ils peuvent faire la glycémie. S'ils ne veulent pas, si c'est trop compliqué, on peut dire, l'infirmière, elle vient à 10h. Puis au bout d'un moment, les enseignants, ils en auront marre d'ouvrir la porte et ils repéreront que finalement, ce n'est pas si compliqué que ça, que c'est facile, c'est tranquille de faire la glycémie, même ça rassure. Et du coup, les enseignants, je pense qu'ils ont besoin d'être rassurés. Et vous avez un rôle énorme là-dedans pour tranquilliser sur la prise en charge. Très souvent, ça va bien. De temps en temps, il y a des hypos. De temps en temps, il faut réagir. Mais quand même, très souvent, ça va bien. Et je pense, par exemple, une directrice de maternelle qui n'a jamais eu d'enfant qui a un diabète et qui accueille un petit en petite section, ils sont 30, tout le monde pleure, et lui, il a aussi peut-être une hypoglycémie. Je comprends que ça soit stressant. Vraiment. Et donc, c'est pour ça que tout mettre en place pour sécuriser l'affaire. Si l'infirmière vient à midi, au moins une fois par jour sur le plan soignant médical, il y a un point qui est vraiment fait de tranquilliser sur, regardez, c'est un enfant comme les autres et il n'y a pas de risque extrême. Voilà. Ceux qui refusent, c'est qu'ils sont terrifiés et il faut les rassurer. On en a parlé tout à l'heure aussi au début, là, il y a eu quelqu'un qui avait mis dans le fil de discussion par rapport à l'école, par rapport aux instits et à la prise en charge aussi des enfants avec certains instits qui est quand même qui est parfois compliqué. C'est pour ça qu'on est intervenu à 10h, là, comme vous le disiez.
Après, certains instits, finalement, ils aiment bien nous voir à 10 heures quand même. Et même si on coupe un peu finalement leur cours à 10 heures, c'est juste avant la récré. Parce que c'est une enfant, le diabète n'est pas du tout équilibré. Et si on n'y va pas, l'instit le fera pas, fera pas le contrôle et elle peut se retrouver en hypo, elle peut se retrouver à 0,30 à midi, quoi. Comme on le disait aussi dans la vidéo, on pense qu'il y a quand même quelque chose à faire au niveau de l'éducation nationale. Ça dépend des années. On a des années où avec les instits ça se passe très bien, puis des années où c'est vraiment la cata, quoi. C'est aussi pour ça que notre lien avec le CHU, là, avec Laurence, avait été important. Elle est intervenue dans certaines fois à l'école. On a demandé des rendez-vous avec la directrice une année, parce que la directrice nous avait quand même demandé jusqu'à quand la petite serait diabétique quand même. Donc ça avait été tellement important, il fallait intervenir, il fallait aller à plusieurs pour lui expliquer qu'elle serait diabétique toute sa vie. La bonne nouvelle de l'augmentation de l'incidence, c'est que dans toutes les écoles auront tous vu un enfant qui a un diabète à un moment et ils seront plus inquiets. Mais ce n'est pas encore le cas. Il y a beaucoup d'écoles maternelles et primaires où il n'y a pas encore eu un enfant qui a un diabète. Donc, le premier, il ouvre la voie pour les autres. C'est plus facile après quand il y a eu l'expérience. Il y avait une dernière diapo sur les prescriptions. Donc, il y a 2 types de prescriptions possibles. Soit la première à gauche, qui consiste en la surveillance de la perfusion et le contrôle du début de la perfusion d'insuline, plus le contrôle de la glycémie, plus l'injection de bolus suivant le protocole qui a été défini, et le forfait de surveillance et de coordination. Et là, donc, il s'agit de la cotation qui est en dessous. Alors, je ne sais pas si je vous la dicte, vu que vous aurez le diaporama, ce sera peut-être plus simple de vous y référer après. Et on avait bien ici noté la cotation du déplacement également. Par contre, je m'aperçois d'une erreur, parce qu'ici, normalement, il devait y avoir le déplacement. Je vais modifier ça lorsque je vous enverrai le diaporama. Et donc, la deuxième cotation possible, c'est seulement le contrôle de la glycémie et l'injection d'insuline, où là, nous sommes que sur une AMI 1 plus 1, plus le déplacement. Et donc, il y a également la possibilité d'avoir la majoration pour les enfants de moins de 7 ans. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre participation. Je sais qu'actuellement, la situation est encore tendue sur le terrain et que vous n'avez pas beaucoup de temps à consacrer. Donc, merci beaucoup de vous être connectés. Donc, on vous envoie tous les liens et les supports. Merci beaucoup, côté CHU, d'être venu nous présenter tous ces éléments. Et puis, on espère poursuivre le travail, comme on a indiqué tout à l'heure. Et un grand merci également au cabinet Cabestan, particulièrement à Roxane, pour le temps que vous avez accordé pour ce projet-là.